Salut à toi, passionné de radio-amateurisme, et bienvenue au Big QSO saison 2, épisode 1. Je suis Dimitri F4FLH et ravi de t'emmener pour la nouvelle saison du podcast consacré au radio-amateurisme et communication de loisirs. Après une petite pause estivale, nous continuons l'aventure du Big QSO. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Claude, F4LA. Il est fondateur du groupe Facebook consacré au SDR qui rassemble plus de 2700 membres et est également coach pour des formations au passage du certificat d'amateur. Prépare-toi pour une discussion captivante et surtout n'oublie pas de partager ce podcast auprès de tes amis passionnés. C'est grâce à toi que nous continuons cette incroyable aventure. Alors, sans plus attendre, commençons ce Big QSO spécial SDR. Bonjour Claude, merci d'être avec nous pour cette deuxième saison et ce tout premier épisode de cette deuxième saison. J'espère que tu vas bien. Donc Claude F4E est là. Comment vas-tu? Merci Dimitri. Ça va bien, je te remercie. Ça va bien dans l'ensemble, il n'y a pas trop de problèmes. Bon, Et bah, bien content d'être ici également. eh ben, super. Donc toi, tu es radio amateur, tu es arrivé donc F0, puis après F4. Comment tu as rencontré un petit peu, comment tu es devenu radio amateur? Quelle est ton histoire dans cette Oh, activité? ça a débuté il y a plus de 45 ans. Ça a débuté il y a plus de 45 ans, entre 76 et 78 à peu près. Donc j'étais tout jeune et j'ai commencé un petit peu, dans la radio à cause d'un ami qui, avait fabriqué des petits émetteurs qui tenaient dans des petites boîtes, dans des boîtes d'allumettes et à ce moment-là, les radios libres, donc entre 88 et 108 n'existaient pas, hein. On ne parlait pas du tout des radios libres et compagnie, donc on avait des petits émetteurs, très, très peu de puissance. Ça tenait dans une grosse boîte d'allumettes et puis on s'écoutait donc sur les postes qui étaient équipés de des fréquences entre 88 et 108 en FM et pour, servir de micro, parce qu'on n'avait pas spécialement de micro non plus, eh bien, on se servait de haut-parleurs que l'on pouvait trouver d'une radio ou d'autre chose qui servaient de micro. Donc la qualité audio n'était pas formidable, mais ça a commencé un petit peu par là. Voilà. Et D'accord. puis, par la suite, effectivement, bah, le temps a passé, tout début de la fin des années 70, hein, 77-78, comme beaucoup d'autres, par la CB 27 mégas. Alors bien entendu, j'ai vécu, le début des années 80, comme une folie parce que nous avions une propagation qui était énorme. Ah oui, Heu, extraordinaire à l'époque. oui et puis, bon, on était plus ou moins, on va dire, heu, des intrus en fréquence, hein, même en 27 mégas, hein. Bon, aux États-Unis, il y avait déjà une belle histoire avec le 27 mégas, mais en France, je dirais, on était un petit peu, des intrus, des gens un peu bizarres déjà, comme on l'est encore avec la radio aujourd'hui, hein, que ça soit en tant que cibiste ou PMRiste ou radio amateur et enfin tous ceux qui sont passionnés de radio en général et nous étions obligés à ce moment-là de faire une déclaration de détention, auprès du commissariat de police de notre ville, par un certificat, enfin quelque chose qu'on appelait le 30-50, qui était une déclaration effectivement comme quoi on faisait de la radio et on était autorisé, on va dire à 40 canaux, AM/FM ou quelque chose dans ce genre-là. Mais bon, on le sait bien, de toute façon, on a démarré avec ce type de poste, mais on est passé vite avec des postes un petit peu plus perfectionnés, type 120 canaux, équipés également de la BLU, donc en mode USB et LSB. Et puis, on sortait beaucoup, beaucoup en voiture à ce moment-là parce qu'on n'avait pas spécialement d'équipement pour mettre à la maison et les antennes sont d'une taille quand même assez imposante. Oui, Les surtout à antennes de l'époque. fixe, oui, surtout à l'époque et puis c'était quand même mal vu.
Alors 1, c'était mal vu d'une part et 2, les télévisions de l'époque, donc dans ces années-là, en début des années 80, eh bien, n'étaient pas, aussi filtrées qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les télévisions, sont quand même bien faites. On a également les transmissions par la TNT, alors qu'auparavant on était tous par le réseau hertzien et puis, même avec les CB en peu de puissance, on rentrait dans les paramètres, enfin, on va appeler ça les paramètres, dans les composants électroniques des télévisions et puis, ça faisait beaucoup, beaucoup de brouillage, donc c'était un petit peu gênant. Voilà, pour les voisins. Donc, on trafiquait beaucoup, beaucoup dans la voiture et on a passé beaucoup, beaucoup de temps, je dirais, sur des petits monts autour de chez moi et il arrivait, en plein milieu de la nuit, comme on avait beaucoup trafiqué, qu'on n'avait plus assez de batterie sur les voitures, donc on était obligé de pousser les voitures pour pouvoir redémarrer, en plein milieu de la nuit. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, j'ai Je- continué sur le 27 mégas pendant de nombreuses années et puis, dans les années 90, j'ai même été président d'un radio club, vers chez moi. En fait, il y en avait 2 de radio clubs. Il y avait le radio club, on va dire, sur ma ville. Alors je me souviens plus exactement combien il y avait de d'adhérents, mais eux, ils se dirigeaient plus pour de l'assistance, pour des courses de vélo, de voiture, courses à pied ou des choses comme ça. Tandis que nous, on s'était dirigé beaucoup plus sur le DX. Enfin, si on peut appeler ça du DX, hein, donc de la longue distance. Et avec les adhérents, nous avions acheté une caravane, des antennes, un groupe électrogène et puis, il nous arrivait de temps à autre, de nous déplacer, sur des monts autour de chez nous, sur les monts du Jura, puisque je suis à Dole dans le Jura Ouais. et il y a de belles collines et puis on se déplaçait avec la caravane, les antennes. Dans un premier temps, bah, nous avions du petit matériel et puis petit à petit, bah, on a mis un peu plus de matériel, des antennes directives et puis, bon tout ça se faisait effectivement avec les quelques membres, qui nous rejoignaient. On est Oui, arrivé puis un peu plus ça oui, s'est un peu démocratisé partout en France parce que même en région parisienne, il y en avait qui étaient sur le enfin à côté du Mont Valérien ou je sais plus quel petit mont en région parisienne où il y avait toujours 5, 6, 7 cibistes qui arrivaient, et ils sortaient tous leurs antennes, leurs machines et ils faisaient de la radio comme ça, un petit peu à la sauvage. Parce qu'à la maison, bah, ça devenait très très difficile hein, de toute façon. C'était, comme tu le parlais, de perturbations, mais même à part les perturbations, le fait de monter une antenne comme ça qui fait 5-6 mètres de haut dans les années 80, c'était très mal vu. tout à fait, tout à Ah fait. oui, Ben, oui. on a eu même l'expérience effectivement avec quelques copains, heu, où on a monté les antennes, mais on ne mettait pas de câble coaxial et ça commençait déjà à brouiller avant qu'on émette sur, sur les antennes elles-mêmes, seulement parce que, au niveau du visuel, ça dérangeait déjà, hein. Ça dérangeait déjà les télévisions avant qu'on ait, commencé à émettre. Bon, c'est des choses un peu bizarres, mais bon, ça s'est calmé après et tant mieux d'ailleurs. Hem, voilà donc le temps a passé et puis, début 2000, enfin fin 99, j'ai déménagé pour habiter sur l'Île-de-France et là j'ai rejoint, enfin auparavant, avant 2000, j'étais déjà adhérent à un radio club, un, F6 KNP qui est Ouais. sur Dole et je commençais déjà à suivre les cours de radio amateur, mais bon tout tranquillement, je dirais, hein. C'était pas un but en soi, je regarde ça un petit peu de loin et puis, à un moment où on se sentait prêt, bah, c'est pareil, on allait rejoindre effectivement les centres d'examen et puis, j'avais préparé l'examen avec d'autres copains, dont un qui est F1 IQH, India Québec Hotel, là, Michael qui habite, près de chez moi, dans un village et puis j'aurais dû passer à peu près dans les mêmes moments les mêmes moments avec lui
et puis j'ai eu un événement familial à ce moment-là et puis, je ne l'ai pas fait. Bon, c'est pas très, très grave. Voilà Il y et a toujours des puis des impondérables, des choses oui, qui nous oui, 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 je ne l'ai pas fait. Je me suis un petit peu, éloigné un petit peu de la radio, enfin de la licence et puis le temps a passé effectivement, la vie de famille, hein, puisque dès le début des années 80, ben, j'avais déjà des enfants, heu, j'ai démarré de bonne heure aussi et bah, puis, à 23 ans, j'étais déjà papa et donc mais la radio était toujours là puisque nous sortions encore avec les enfants, avec nos voitures, dans les champs, sur les petits bancs à droite ou à gauche, pour faire de la radio. Donc j'ai tes enfants certaines mais tes enfants sont grands maintenant, ils font de la radio ou pas du tout? pas du tout, pas du tout, pas du tout, D'accord. pas du tout, du tout. Ah pour donner un ordre d'idée, ma plus grande fille va avoir 40 ans, puis ma plus jeune, elle a 22 ans. Mais bon, il y en a 5 au total. Donc D'accord. c'est pour passer sur le mais c'est vrai qu'après, il y a certaines de mes compagnes ou mamans de mes enfants, qui n'étaient pas tellement pour la radio et puis, c'est vrai que c'est quand même mieux quand on est accompagné effectivement d'une personne, qui ne déteste pas ça. C'est-à-dire que chacun a le droit à avoir, heu ses loisirs, ses plaisirs, moi, c'est quelque chose qui durait quand même depuis très longtemps, même au Ouais. début des années 80 puisque, ça faisait déjà 4-5 ans que j'avais mis les doigts dans la radio et je disais: «De toute façon, bah, la radio, bah, c'est mon plaisir, c'est comme ceux qui font du vélo ou de la moto ou d'autres choses» et c'était ça, que je voulais faire, quoi, hein. Voilà, D'accord. la communication. Ensuite, effectivement, ben, fin des années, bon, parce que je fais un grand saut, hein, fin des années, 90, donc 99, j'ai rejoint l'Île-de-France donc et puis j'étais adhérent au radio club de F6 KRK à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines et puis, j'ai recommencé les cours effectivement avec, un superbe radio club et quelques radioamateurs, dont un que je me souviens bien qui est malheureusement décédé aujourd'hui, F6 BPS, Jean-Pierre, qui m'avait pris en main. Il y avait moi et puis ma compagne, heu, qui avait envie de connaître un petit peu et puis elle avait, je dirais, des capacités, hem, meilleures que moi, on va dire, sur le thème électronique et technique. Donc elle y arrivait mieux que moi. Mais, je dirais que je n'ai pas abandonné et puis à un moment, effectivement, au début des années 2000, je me suis présenté à l'examen. Alors, le problème de l'examen à ce moment-là, c'est que nous passions l'examen sur Minitel. Ouais. Nous avions également, 20 questions. Le seul souci, effectivement, c'est que sur une question juste, on nous donnait 3 points. Il fallait au minimum avoir 30 sur 60. Mais si on répondait, faux à une question, on avait moins un point. Donc il y avait effectivement certains m'avaient dit: «Si tu sais pas, tu ne réponds pas à la question parce que ça fait moins un point». Donc j'ai dû certainement à un moment répondre à des questions, faussement et j'ai eu des points de pénalité. C'est pour ça qu'en sortie de l'examen, heu, je n'ai obtenu que la partie réglementation, hein. Puis cette partie réglementation, bah, je l'ai traîné pendant pratiquement 20 ans. Ce qui m'a permis également de découvrir, plein de monde, hein, puisque Ouais. je pouvais rentrer en contact avec plein de monde déjà en VHF et puis, là où j'habitais effectivement sur les Yvelines, j'avais pas tellement la capacité de mettre des antennes. Donc avec une petite antenne, je pouvais me permettre d'avoir des relais locaux sur l'Île-de-France ou même quelquefois lorsqu'il y avait de la propagation, bah, écouter, des relais bien plus loin, quoi, hein. Ouais, ouais, tout à Et fait. puis, par la suite, effectivement, bah, j'ai traîné, comme je dis, pendant une vingtaine d'années avec ce F0, qui a ouvert quand même pas mal de portes et puis m'a permis également de découvrir plein d'autres choses et de continuer, on va dire, tranquillement ma formation, ou mon intérêt encore plus grand sur la radio,
C'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais déjà bien équipé, on va dire, en poste VHF et UHF, heu, pour pouvoir écouter, toutes les bandes qu'il m'était possible d'écouter. Ah beh, tout à fait. En VUHF, bon, j'avais une petite antenne, on va dire, petite antenne VUHF, et puis en HF, bah, j'avais tendu un long fil, on va dire, dans l'appartement où je me trouvais. Bon, c'était pas très, très beau, mais comme je disais, j'avais une compagne qui était assez Assez sympa. tolérante. Oui, oui, assez sympa, sur le sujet. Bah, on a tous connu des périodes où on pouvait pas installer vraiment d'antenne et bah, avec un petit morceau de fil, même posé, des fois, sous la charpente ou autre, on arrive quand même à faire des choses, hein. Alors, moi, le bâtiment que j'étais, c'était un bâtiment avec un toit plat. Ah donc, Oh! j'avais oui. Alors donc, j'avais déjà fait les plans, pour la mise en place des antennes, hein, parce qu'il y avait effectivement une cage d'ascenseur avec, des supports, par exemple, pour des paraboles ou des choses comme ça, et et j'avais déjà fait un plan que j'allais soumettre effectivement à l'office effectivement qui s'occupait du logement, heu, dans les mois qui allaient suivre effectivement, et puis finalement, bien, j'ai déménagé. J'ai été habiter ailleurs, et puis là, bah, j'ai pu faire ce que je voulais puisque j'étais chez moi, et j'ai monté plein de choses, quoi. Voilà. J'ai monté D'accord. plein d'antennes, plein de bouts de fil, toutes mes antennes VUHF que j'avais, que j'ai encore d'ailleurs, mais qui ne sont pas de nouveau remontées parce que j'ai déménagé il y a 2 ans et demi maintenant, et j'ai pas tout remonté non plus à la maison. Tu pas encore tout remonté là, il te reste encore des choses? Ah oui, oui, j'ai encore plein de choses à remonter, oui, oui. Puis moi, Bon je ça travaille très, très lentement. Moi, je peux pas dire: «Tiens, demain, je vais monter les antennes et ci et ça». Non, non, il y en a pour plusieurs jours et peu même plusieurs semaines. Ah bah ça, ouais, mais t'inquiète, tu vas monter maintenant les antennes complètement, les antennes HF, tu vas peut-être pouvoir faire un peu plus de DX ou autre, je sais pas. Ah bah, Heu, j'en ai déjà fait tu quelques-uns maintenant de DX1, bon, ouais, je suis pas acharné, on va dire, sur l'air actuellement en HF ou en VU, mais bon, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir, hein, que ça soit des dipôles, des longs fils, j'ai même un dipôle rigide, là, FB13, hein, qui fait 14, 21, 28, mais pour l'instant, il est fixe, donc il est dirigé, on va dire, est-ouest. Donc je j'ai favorisé effectivement les éléments, ben, sont en direction, nord-sud, ouais. et j'ai favorisé effectivement est-ouest parce que je pense que c'était bien pour moi. Mais enfin bon, pour l'instant, ça tourne pas parce que le rotor, je l'ai pas mis en place. Bon, il va arriver. Oui. Ah, mais Mais il est bon, là le rotor déjà, mais ça va se faire. J plus de 20 ans de radioamateurisme, pour toi là maintenant. oui. Si tu devais nous raconter quelque chose, une petite anecdote ou un fait marquant, quelque chose de qui t'a vraiment surpris dans cette passion, c'est quoi? Je dirais pas que c'est quelque chose qui m'a surpris, c'est quelqu'un justement qui m'a repris en main, hein. J'en parlais il y a quelques minutes de Jean-Pierre de F6 BPS, qui était, le formateur de F6 KRK, et qui a su, parce qu'il avait un très haut niveau de technicité comme d'autres effectivement qui gravitent autour de ce radio club. Ils ont des niveaux de technicité qui sont quand même assez importants, mais qui a su, et aujourd'hui je l'applique, également pour les candidats au passage à la licence, qui a su écouter et qui a su ouvrir les petites cases dans ma tête qui étaient fermées depuis bien longtemps, heu, parce que bon, j'ai quitté l'école, à peu près en 1976, j'avais 16 ans, et puis j'étais pas du tout dans les métiers de technologie ou autre, et il a su, on va dire, par rapport à ses connaissances professionnelles, redescendre à mon niveau et puis m'expliquer les choses avec ses mots que j'ai pu comprendre, et ça m'a fait énormément plaisir. Ça m'a fait évoluer.
C'est pour ça que j'ai un grand respect pour ce bonhomme, heu, pour ce monsieur et j'aurai toujours un très, très bon souvenir par rapport à lui, hein, parce que Oui, bah, il a su effectivement me reprendre de là où j'étais, c'est-à-dire un niveau très, très bas et me faire évoluer. Voilà. Alors soit effectivement sur le plan technique, heu, il n'a pas réussi complètement puisque j'avais échoué effectivement à la partie technique, mais je pense, comme je l'ai dit précédemment, c'était surtout parce que j'avais voulu répondre à mes 20 questions et puis que sur les 20 questions, il y en a certaines que j'ai répondu faux et que j'ai eu des points de pénalité. Voilà, c'est tout. Bon, après, c'est pas très grave. Voilà. Mais il y a ce moment-là et puis, tout ce que j'ai pu faire, effectivement bien avant, quand nous étions avec les copains, quand on sortait, on va dire, avec la caravane, avec les antennes, qu'on allait, passer des week-ends à droite ou à gauche et on se retrouvait, dans des moments conviviaux, pour faire de la radio, quoi. d'accord, OK. Bah, écoute, bah, ça c'est très Ça, bien et puis c'est les anecdotes effectivement amusantes ou inattendues, enfin amusantes, oui, le plus amusant, c'est quand on était en sortie avec les copains avec la caravane ou ça quelquefois c'est on a eu froid pendant la nuit, on a dû faire des feux, on a fait des casse-croûtes sur le tour du feu et puis, un moment important effectivement, c'est au moment de la formation avec cet OM, quoi. et du coup, bah, suite à tout ton parcours, à un moment donné, tu as découvert le SDR. Ce Alors SDR, c'est devenu une bonne passion pour toi aussi parce que du coup, tu as ouvert un groupe Facebook qui regroupe à peu près 2 700 personnes si j'ai bien regardé aujourd'hui. c'est à peu près ça, oui. Alors en fait, le SDR, il m'est arrivé un jour d'être intéressé par ces clés de télévision, qui au départ effectivement sont des clés pour recevoir la télévision. Je me suis dit, parce que j'avais lu quand même pas mal d'articles par rapport à ça, qu'on pouvait les détourner pour faire de la réception, heu, des ondes radio. Alors ces clés, on va les appeler RTL SDR puisque, c'est la plupart, alors il y a différentes marques, hein, mais je parle principalement des clés RTL SDR qui sont quand même une bonne valeur, cette valeur est bien connue, mais qui ont un désavantage, c'est qu'elles ne peuvent pas descendre en dessous de 24 MHz. Enfin, Ouais. on peut effectivement, en bidouillant un petit peu maintenant avec l'expérience que j'ai avec ces clés, on peut les faire descendre en dessous de 24 MHz, mais bon, il faut bidouiller un petit peu le logiciel, il faut les installer avec un autre logiciel parce qu'il faut qu'on change sa fonction première donc de récepteur pour la télévision et donc il y a une procédure effectivement qu'il faut suivre et puis un peu plus tard, je me suis intéressé par rapport au poste HF que j'ai toujours d'ailleurs, un Yaesu FT920 et je me Ouais. suis aperçu que sur le poste HF FT920, on avait un endroit sur la platine, à l'intérieur, une fréquence intermédiaire et cette fréquence intermédiaire, j'avais lu également que l'on pouvait s'en servir pour nourrir justement, enfin, quand je dis nourrir, c'est à la place de l'antenne, on utilise cette fréquence intermédiaire pour mettre sur une clé RTL-SDR et à partir du moment où on peut utiliser la fréquence intermédiaire d'un poste qui peut descendre en dessous de 24 MHz, la clé, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va également écouter ce qui est en dessous de 24 MHz. Donc les fréquences qui sont en dessous de 24 MHz en utilisant une clé RTL SDR, donc avec le microprocesseur 2832, eh bien, on peut utiliser cette clé, alors soit pour écouter des fréquences en dessous de 24 MHz ou pour brancher cette clé sur un ordinateur et avoir un visu de ce qui se passe sur la bande. Avec, on va dire, une certaine largeur, hein, parce qu'on va pas décoder toutes les bandes en même temps, simultanément, sinon l'ordinateur, bah, il va s'effondrer. Hein, on peut regarder quand même, on peut avoir un visuel à peu près de 1 ou 2 mégas de large, donc ce qui est pas mal par rapport aux bandes qui nous sont attribuées.
Ah bah carrément, oui. Alors, je me suis amusé et puis je m'amuse encore, ça m'arrive, heu, plus pour l'instant avec une clé RTL-SDR parce que je suis passé avec des matériels un peu plus, perfectionnés maintenant. Je me suis amusé à ce moment-là donc avec cette clé RTL-SDR, c'est que je recevais par exemple, du 20 mètres avec le poste et avec la clé RTL-SDR qui était branchée sur l'ordinateur, j'ouvrais un logiciel, type HD SDR, Ouais, pour recevoir une autre fréquence. C'est-à-dire j'utilisais la fréquence intermédiaire du poste, je nourrissais la clé avec et je pouvais recevoir une autre fréquence que celle que j'écoutais par exemple. Hein, par exemple, bon, à ce moment-là, le FT4, le FT8 n'existait pas, c'était du RTTY, du PSK31, heu, du fax ou, d'autres modes de transmission et il m'arrivait effectivement de me mettre par exemple sur une fréquence, PSK31, heu, avec le TX, donc je décodais avec certains logiciels sur le PC et d'un autre côté avec la clé RTL-SDR qui était soit branchée effectivement sur la FI du poste, soit avec une antenne externe, écouter des fréquences supérieures à 24 MHz. Mais à partir du moment où j'étais sur la FI du poste, ben, je pouvais écouter éventuellement la phonie sur d'autres fréquences que le PSK31 ou le RTTY ou des choses comme ça. Voilà, donc ça me permettait de recevoir 2 fréquences, heu, simultanément avec un seul matériel et une clé RTL-SDR qui était branchée sur, sur mon poste HF. Alors, par la suite, effectivement, j'ai découvert, qu'il existait d'autres matériels, hein, un peu plus tard. Les autres matériels, effectivement, de chez SDR Play, ouais, qui sont, concepteurs donc de ce matériel. Le concepteur que je connais bien, qui est en Angleterre, hein, qui s'appelle John Hudson d'ailleurs. Il a autour de lui toute une équipe qui se trouve en Angleterre et aux États-Unis également. Des gars qui sont super bien et ils avaient sorti donc les 1ers boîtiers SDR Play. Nous avions le SDR Play RSP1 et le, RSP, 2 et le RSP2 Pro. Alors les ouais, différences, c'était sur le RSP1, entre autres, il y avait juste une entrée d'antenne. Sur le RSP2 et le RSP2 Pro, il y avait 3 entrées d'antenne. Donc ce qui était intéressant, c'est qu'avec le même boîtier, on n'était pas obligé de débrancher sans arrêt les antennes ou de mettre des commutateurs d'antennes pour soit recevoir de la VHF, de l'UHF, puisque et de la HF parce que ces boîtiers-là, entre autres, peuvent recevoir de 1 kilo à 2 gigas. ah oui, quand même. Oui, alors, Donc très étendu comme gamme de réception. tout à fait, tout à fait. Alors là, c'est une autre technologie effectivement que les clés RTL-SDR. Sur la clé RTL-SDR, on est pratiquement sur un traitement à 6 bits. Tandis que là, avec le SDR Play aujourd'hui, on est sur du 14 bits. C'est-à-dire on a un traitement, on va dire informatique qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus rapide que ce que nous avions effectivement avec les clés RTL-SDR. Alors je dénigre pas effectivement les clés RTL-SDR, puisque j'en ai quelques-unes entre autres, Ouais, mais elles peuvent être très bien utilisées, je dirais, pour les fréquences supérieures effectivement à 24 mégas, soit en autonome avec une antenne qui est branchée dessus et ça peut être pour écouter de la VHF, de l'UHF. On peut s'en servir également avec certains logiciels, écouter également même jusqu'à écouter, QO100, hein, donc ouais, qui est le satellite, heu radio amateur, donc enfin non, c'est un satellite, du Qatar, qui lui, transmet en descente, sur sa zone de couverture à peu près en 10 gigas. Mais avec certains logiciels, on peut transformer le 10 gigas en 700 mégas et
la clé RTL-SDR peut décoder le, le Le 700 signal? mégas, puisque la clé va de 24 mégas à peu près 1 giga 6. Voilà. Mais effectivement, moi je suis passé très rapidement avec les boîtiers SDR Play, et aujourd'hui, bon, j'en ai 3, tout simplement, hein. J'ai un RSP 1A. Bon, Ouais. celui-ci, je l'ai un petit peu abîmé parce que dans le temps, je l'ai abîmé parce que bon, j'ai fait des conneries avec, c'est pas grave. Et puis là, actuellement, j'ai un RSPDX et un RSP Duo. Le RSPDX, je dirais qu'il est super bien fait pour ceux qui veulent à écouter les bandes, les bandes basses, les bandes très basses, même en dessous Oui. de 3 MHz. Et le Duo, il a une particularité, c'est que dans le même boîtier, on a plus ou moins 2 cartes de réception. Alors, avec un SDR Play, quel qu'il soit, hein, avec un SDR Play, quel qu'il soit, on pourrait ouvrir, tout dépend effectivement de la puissance effectivement de l'ordinateur, on pourrait ouvrir jusqu'à 16 récepteurs simultanés. Ah ouais. Voilà. Alors, pour ouvrir 16 récepteurs simultanés, on peut le faire sur différentes bandes. En exemple, par exemple, imaginons, alors on a la possibilité avec les logiciels qui existent aujourd'hui, on avait SDR Uno et maintenant on a un autre logiciel qui s'appelle SDR Connect. Et Oui, c'est tout nouveau d'ailleurs, il y a ça quelques mois, je crois. oui, 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 non, quelques semaines même, Quelques hein, semaines, d'accord. quelques semaines. Donc avec le logiciel SDR Uno, on peut ouvrir jusqu'à pratiquement 16 récepteurs simultanément avec un seul SDR Play. Comment ça va se passer? C'est-à-dire qu'avec le logiciel SDR Uno, on va lui dire, de toute façon c'est au minimum, tu vas décoder 2 MHz de bande passante. Mais avec ce même logiciel et ce même matériel, on peut lui dire, tu vas enregistrer ou écouter 10 MHz de bande passante. D'accord? OK. Alors, on peut, on peut penser effectivement, quand on entend ça, que 10 MHz de bande passante, ça va me servir à quoi? Ben, pour certaines bandes, ça peut être très intéressant. Et d'un autre côté, moi, comment je l'utilise? Imaginons que je me mette, par exemple, sur une fréquence sur 30 mètres, sur 10 mégas. OK. Hein, par exemple, je vais mettre sur 10 mégas 100. Je dis à mon récepteur, écoute, tu vas écouter 10 MHz de large. C'est-à-dire que sur 10 MHz, je vais pouvoir écouter jusqu'à peu près 5 MHz en bas. Enfin, en partant de Ouais. 10 MHz, je peux écouter jusqu'à 5 MHz et en montant, je peux écouter jusqu'à 15 MHz. C'est-à-dire que les 3 bandes qui vont nous intéresser, par exemple, le 40 mètres, donc de 7 mégas à 7 200, on peut écouter donc le 10 MHz, d'accord? Et on peut écouter également le 14 MHz, le 20 mètres. Et sur ces 3 fréquences comme je l'ai dit précédemment, on peut ouvrir plusieurs récepteurs. C'est-à-dire que sur 10 MHz, je vais pouvoir ouvrir 2 récepteurs, un qui va me décoder par exemple des modes numériques, type FT8, FT4, ou d'autres modes, ou même de la télégraphie d'ailleurs, puisqu'on a la possibilité. Sur le 40 mètres, on va faire la même chose. On peut écouter effectivement la portion de bande, début de bande de 7000, 7003 à jusqu'à 7030, la télégraphie. Après, on va passer sur des modes digitaux. On peut passer sur Ouais. la fréquence FT8 et on peut écouter éventuellement en phonie ceux qui parlent. C'est-à-dire qu'on Tout à peut fait. avoir 2 ou 3 récepteurs sur 10 mégas, 2 ou 3 récepteurs sur 40 mètres, et on peut faire la même chose également sur 14 mégas, avec un seul matériel de SDR Play, avec un seul On arrive à logiciel, faire un SDR ensemble, Uno, et là, effectivement, il y a toute une procédure à suivre, effectivement, pour pouvoir ouvrir tout un nombre de récepteurs. Alors,
ce type de ce type de récepteur SDR Play, je l'avais conseillé à certains, par exemple, dans des radioclubs et je leur avais dit: «Écoutez, vous mettez un boîtier comme ça, vous mettez une antenne long fil et puis si vous équipez, par exemple, avec trois, quatre postes HF dans votre, dans vos locaux, chacun peut venir se connecter sur le logiciel, donc avec les partages d'écran, avec les partages de tout ça pour faire plus ou moins du remote, hein, pour ceux qui ne Oui, savent tout pas, à fait. effectivement, pour contrôler quelque chose à distance et vous ouvrez autant de récepteurs que vous voulez. Par exemple, s'il y a, lors d'un concours, il y a 3 postes HF, eh bien, vous allez ouvrir un poste HF sur 40 mètres, un sur 30 mètres, un sur 20 mètres et vous allez pouvoir écouter la bande qui vous intéresse. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 2 opérateurs, on va dire, sur un poste. Il y en a un qui va surveiller la bande et dire: «Tiens, là, j'entends un tel ou un tel» et puis Ouais. l'opérateur pourra éventuellement faire basculer son émetteur sur telle ou telle bande de fréquence. Ah, c'est Enfin, excellent. voilà. Donc c'est quelque chose qui peut être très utile également pour les radioclubs et pouvoir surveiller, plein de fréquences simultanément avec toujours un seul matériel, un seul logiciel et heu et on peut faire beaucoup, beaucoup de choses effectivement et Ouais, je heu et effectivement donc après, je le disais donc ça je parle effectivement pour le SDR Play qui a une seule platine avec un seul récepteur, mais on peut ouvrir effectivement 16 récepteurs simultanément. Mais ce qu'il y a de pire, ce qui est encore plus puissant, c'est qu'avec un RSP Duo, on a 2 récepteurs dans le même boîtier. C'est-à-dire on pourrait ouvrir 2 fois 16 récepteurs simultanément. ça On devient peut énorme. oui, on peut, par exemple, lors de concours HF, VHF, UHF simultanément, ça ne se fait pas, soit, mais on pourrait très bien avec un RSP Duo, écouter les bandes HF d'un côté et ouvrir un autre récepteur pour écouter la VHF. Ah oui, oui, tout à fait. Bon, Avec pourquoi tu dis que ça se fait pas? Si, ça se fait, hein, il y a pas de bah, souci. lors de certains concours, on voit surtout des concours HF ou des concours VHF et au-delà. Ah oui, oui, alors Hein, sur le concours en lui-même, oui, mais après, quand sur tu es un dans un concours, radio c'est club, souvent voilà, mais on pourrait très bien effectivement, dire: «Voilà, on est quatre cinq personnes, moi je vais écouter de la HF, moi je vais écouter de la VHF, je vais faire du trafic en VHF» et cetera. Alors bien entendu, ce qu'il faut faire attention quand on a ce type d'appareil, c'est que si on émet à proximité de la fréquence que l'on écoute, le récepteur, il va pas aimer. Il va être, on va dire un peu débordé, de la puissance que l'on va émettre. oui, Donc il existe également des petits boîtiers pour pouvoir, on va dire, couper la réception de ces boîtiers SDR Play ouais. pour pouvoir émettre tranquillement et ne pas griller, on va dire, les étages, d'amplification de ces récepteurs. Ouais, parce que dans ces petits récepteurs-là, on les voit maintenant, limite, bricolés à l'intérieur des TX, hein, maintenant, Oui, de oui. plus en plus. Alors on a aujourd'hui effectivement, comme je l'avais fait effectivement avec ma clé RTL SDR, ben, la sortie de la fréquence intermédiaire de mon TX, je pourrais très bien le brancher sur un SDR Play et dans ce Ouais, cas-là, je pourrais encore avoir une puissance beaucoup plus importante qu'avec une clé RTL SDR, hein puisque là, on est effectivement sur un traitement qui est de 14 bits par rapport à ce qu'on avait sur une petite clé RTL-SD, une petite clé RTL-SDR. mmh. Heu, c'est on est limité juste parce qu'on n'a pas parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne maîtrise pas le matériel et là, effectivement, aujourd'hui, avec ce type de matériel, on peut faire tellement de choses, c'est phénoménal. Moi, dernièrement, heu, j'ai fait quelques enregistrements, où j'écoutais 4 fréquences différentes avec un seul boîtier. C'est ouais, c'est Hein, monstrueux. j'écoutais du FT8, du FT4, par exemple, sur 20 mètres, j'étais sur, 14074
et je décodais également 14080 simultanément avec 2 récepteurs d'ouvert, enfin 2 fenêtres ouvertes avec ces 2 fréquences et pour ce faire, j'utilise, des cartes audio virtuelles parce que le boîtier, lui, va recevoir tous les signaux qui viennent. On va faire rentrer ça dans le PC et pour que le son, puisse ressortir, j'ai mis en place ce qu'on appelle des cartes audio virtuelles. Donc on a, différents logiciels comme VB Audio qui est, développé par un Français et celui-ci nous permet effectivement, il faut payer une petite licence mais qui est pas énorme, heu, avoir plusieurs cartes audio virtuelles. Je sais plus combien on peut en avoir, mais moi je me suis limité à juste une carte audio virtuelle et sur cette carte audio virtuelle, j'utilise, par exemple, le côté gauche de la carte audio virtuelle, hein, par le côté droit, effectivement, de la carte audio virtuelle, le côté write, par exemple, pour décoder du FT8 et Ouais, le côté droit pour, heu, décoder le FT4 et je dis au logiciel: «Eh bien, sur cette fréquence-là, tu vas me décoder du FT8 et tu vas envoyer le son sur la carte audio virtuelle sur le côté gauche et d'accord. sur l'autre fréquence, par exemple 14080, tu vas envoyer ce que tu reçois sur le côté droit de la carte audio virtuelle et les logiciels, on va dire que ça soit JTDX ou WSJT qui vont savoir décoder ces modes-là, eh ben, je le dis à l'un ou à l'autre, tu écouteras le côté gauche ou le côté droit de la carte audio virtuelle. Mais effectivement, si on a plusieurs cartes audio virtuelles, on peut faire attribuer la carte audio virtuelle numéro un, numéro 2, numéro 3, numéro 4, et avoir utilisé, séparer, on va dire le côté gauche ou le côté droit, 2 réceptions simultanées pour des Mmh. logiciels différents. On pourrait éventuellement ouvrir, par exemple sur 20 mètres, 14-230 également, pour recevoir, heu, de la SSTV Ouais. simultanément à la réception FT8 ou FT4. Oui, oui. On pourrait recevoir également, effectivement, de la SSTV ou par période, il y a du RTTY autour de 14090 ou 1400 je crois, Ouais. recevoir du RTTY et puis suivre tous ces différents modes. Ça, c'est excellent. Alors du coup, tu as découvert cette technologie, tu t'y as investi, tu as créé un groupe. Pourquoi tu as créé un groupe d'ailleurs? Eh bien, j'ai créé le groupe parce que je suis très curieux de nature et puis quand je recherchais effectivement comment faire fonctionner, ma clé RTL SDR avec un logiciel, alors il y en avait un qui existait, qui me convenait bien, c'était, qui existe toujours d'ailleurs, c'est HDSDR. Oui, Mais j'en ai tellement bavé pour trouver des informations, pour pouvoir, faire rentrer les paramètres, parce qu'il faut quand même rentrer un certain nombre de paramètres, de dire au logiciel: «Voilà, tu vas recevoir des données, de tel ou tel endroit, il va falloir appliquer, un tel dé un décalage» parce que la clé, elle va pas recevoir tout ce qui vient d'une antenne, parce que c'est pas une non, non, non. antenne. Elle va recevoir la fréquence intermédiaire, du poste et la fréquence intermédiaire, bon chez moi elle fait, 69 mégas 350 ou quelque chose comme ça. Il fallait indiquer au logiciel pour qu'il soit juste, tu vas avoir un décalage de 69 et quelques mégahertz de différence à ce que tu vas me décoder. Par exemple, imaginons que je veux être sur, 14 mégas 100. Ouais, Mais le problème, c'est que si moi j'affiche 14 mégas 100 et que je n'ai pas fait le réglage dans le logiciel, je vais me choper 14 mégas 100 plus 69 mégahertz de mon poste. Donc je ne serai pas ah à oui, 14,100, je serai à 1469 ou 165. Tout dépend de la fréquence intermédiaire de mon poste et donc il fallait dire au logiciel: «Attention, ce que tu vas m'afficher, il faut que tu l'affiches avec la fréquence intermédiaire déduite pour avoir d'accord. un bon affichage et que je sois à peu près sur la même fréquence que, j'ai sur mon poste. Voilà.
Et du coup, donc, tu as créé Et le donc, le groupe pour avoir un peu plus de alors, de de retours de bah, c'était pas de retour, c'était surtout aussi pour aider les gens parce que moi j'en avais tellement bavé et puis que je ne trouvais rien, on va dire en français, parce qu'il y avait bien des explications en allemand qui sont très forts quand même, en anglais également parce qu'eux cette technologie, ils l'utilisent également, mais qu'il y avait oui, rien en français. Alors je me suis dit: «À un moment, il faut faire quelque chose». Il y avait rien qui n'existait effectivement en français. J'ai dit: «Je crée cette page, spécifiquement effectivement pour les clés RTL SDR». Pour le SDR Play entre autres et puis j'ai pris contact effectivement avec le concepteur, donc du SDR Play et puis je lui ai demandé savoir s'il était possible pour moi de traduire tout le document qui fait 130 pages, de l'utilisation de SDR Uno. d'accord. Donc très gentiment, il m'a dit: «Oui, oui, pas de problème», sauf que le 1er document qu'il m'avait envoyé était en PDF. Il a fallu que je transforme le fichier en PDF, en fichier Word pour pouvoir le traduire. Oui. En plus, il y avait toutes les images, la mise en page, et cetera, et cetera. Donc après, je me suis arrangé avec lui, je lui ai dit: «Écoute, tu m'envoies le fichier Word, de base que vous avez et puis moi, bah, ça me facilitera déjà le travail parce que ça m'évitera de transformer le PDF en Word et puis C'est après ça. après, bah, il fallait que je traduise, eh bien, paragraphe par paragraphe. Bon, c'est vrai que sur le fichier, le guide d'aide effectivement qui fait 130 pages, il y a des moments, il y a des tableaux et dans les tableaux, bah, pour pouvoir modifier ou pour, traduire ce qui est inscrit sur les tableaux, c'est très, très compliqué. Donc il y a effectivement des paragraphes que je n'ai pas voulu, hem, changer et puis, là où il y a des tableaux, c'est surtout pour des données techniques, mais rien d'important. Par contre, effectivement, sur le guide d'utilisation lui-même, comment travailler avec des fréquences mémoire, comment faire ci, comment faire ça, eh bien ça, c'est des choses que j'ai traduit entièrement parce que le problème, c'est qu'il n'existait rien. Il n'existait rien quand, Il y avait aucun support, il y avait il y rien du avait tout qui il y a bah, existait à il y avait l'époque. des supports tout en anglais, tout Donc en là, anglais. maintenant, il a pu voir qu'effectivement, il y avait maintenant un traducteur en France qui reprend tout ça, qui gère un groupe. Oui. Tu t'attendais à avoir quasiment 3000 personnes dedans? Non. Non, non, au départ, j'avais invité, mes quelques copains, hein, qui participent peu parce que bon, ils sont pas intéressés avec, cette technologie, mais ou ils n'en parlent pas. Mais petit à petit, effectivement, bah, le fait est que comme cette page, elle existe, qu'il y a un certain nombre, effectivement, de personnes, hein, amateurs radio et pas spécialement radio-amateurs, Oui, qui sont intéressés à cette technologie, hem, sont venus alors, et puis posent de temps en temps des questions. Alors aujourd'hui sur la page, moi j'ai des gars qui font de la réception, de satellites défilants météo, les NOAA. Il y en a d'autres qui vont recevoir effectivement les radiosondes. Il y en a d'autres qui vont, recevoir de la SSTV ou qui vont faire des réceptions de toutes sortes. Puis bon, effectivement, il y a quand même pas mal de membres qui sont en France, mais il y en a également en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Hollande et compagnie. Bon, ceux-ci effectivement, ils ont un peu plus de difficultés avec la langue. Dernièrement, on parlait d'une antenne, pour la réception qui est pas mal du tout, c'est la MLA 30, ouais. petite antenne effectivement, avec une petite boucle, avec un préampli, avec machin. C'est un truc hyper simple et qui fonctionne du tonnerre, qui fonctionne du tonnerre. C'est quelque chose que l'on peut mettre sur un balcon, dans un endroit qui est un petit peu confiné, ça fonctionne très, très bien. On n'a pas la place de mettre un long fil ou de grandes antennes, on met une antenne MLA30, on est garanti déjà de 10-50 kilos à 30 mégas, hein. Après pour les autres fréquences, bon, ben, voilà, il y a d'autres antennes, hein, parce que le premier filtre en réception, c'est déjà l'antenne. Ah Voilà, bah, tout à fait, hein, ça c'est une certitude. voilà. Tu as des objectifs maintenant sur ton groupe? Comment ça se passe un petit peu? Comment se passe la vie? Ah oui, il y a beaucoup de postes, il y a pas beaucoup de postes? Comment il est géré un petit peu?
Il est géré très bien, c'est moi qui le fais. Ouais, je m'en doute bien qu'il est bien géré. Non, il se passe pas trop mal. Alors effectivement, les publications, avec le temps, parce que ça fait quand même plus de 8 ans qu'il existe, hein, ce groupe. Heu, donc il y a 8 ans, la technologie n'était pas où on en est aujourd'hui. Il y a souvent effectivement une répétition effectivement des publications parce qu'il y en a beaucoup effectivement qui se sont intéressés à la réception des satellites défilants ou, comme je le disais, des balises météo, enfin des ballons sondes ou d'autres choses, d'autres qui font de la SSTV, enfin qui reçoivent les SSTV, hein. Ouais, Donc ça se gère assez bien et puis ce que j'ai voulu depuis le début, effectivement, c'est que quand quelqu'un a besoin d'aide, eh bien, il y a toute la communauté qui puisse l'aider. Alors, il y en a qui travaillent sur du Linux, il y en a qui travaillent sur du Apple, il y en a qui sont sur du Windows et on veut utiliser effectivement ce boîtier-là, mais les logiciels vont changer par rapport à ces plateformes et c'est là où je veux en venir dans l'évolution effectivement de l'équipe de SDR Play, c'est que ils ont réussi à sortir un nouveau logiciel qui s'appelle SDR Connect, ouais. qui couvre toutes les grandes plateformes informatiques. C'est-à-dire que ce soit du Linux, du Apple, du Windows, hem, comment ça s'appelle? Pour des tablettes, entre autres, Ouais. on utilise ce boîtier, on utilise SDR Connect et il va être reconnu par le système d'exploitation que l'on va avoir. Ah, Donc c'est cool ça. auparavant effectivement, c'était, Windows, 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 Windows. Effectivement, les gens ils disent: «Ouais, c'est dommage, on peut pas bien l'utiliser, sur Apple, il faut qu'on ouvre parallèle pour pouvoir, C'est ça, lancer hein, une espèce de machine virtuelle ou c'est ça. sous Linux, mettre en route une machine virtuelle, pour pouvoir faire fonctionner le logiciel». Ou alors effectivement utiliser les logiciels, qui sont propres, de type GQRX par exemple pour, du Linux ou d'autres logiciels, qui sont pas aussi beaux que SDR Uno. Aujourd'hui, on n'a plus ce problème-là puisqu'on a SDR Connect qui va couvrir effectivement la plupart effectivement des plateformes, comme je l'ai dit précédemment Ouais. et en plus de ça, SDR Connect, alors il s'appelle comme ça parce que c'est un logiciel qui va gérer également, heu, la connexion à distance, donc le remote, Oui. hein. Donc il va gérer ce système-là, c'est-à-dire qu'on va mettre en route, SDR Connect sur sa machine et si on est à 100 kilomètres ou à 2000 ou à 10 000 kilomètres de chez soi, à partir du moment où le système et alors il peut être branché effectivement sur un Raspberry Pi, il peut être branché sur une machine Linux, il peut être branché sur un OS Apple ou Windows. Eh bien, il comprend maintenant effectivement le système remote dedans. Alors, faut pas me poser la question aujourd'hui parce que je n'ai pas approfondi effectivement le logiciel. Il est sorti il y a quelques semaines, je dirais peut-être qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois, en gros, pas plus et j'ai pas encore reçu, je dirais, la première mouture du guide d'aide à l'utilisation de SDR Connect. Mais ça va se faire et puis, je sais ce qu'il me restera à faire, puis c'est tout. Bah, tu le vas récupérer, à traduire, je suppose? Oui, c'est ça. Voilà, parfait. Bah, écoute, ça, c'est génial. Heu, pour une personne qui voudrait se lancer dans le SDR, quels conseils tu pourrais lui donner? La personne qui veut se lancer dans le SDR, la première chose, bah, comme dans le monde des radioamateurs, la première chose qui va lui être importante, c'est l'antenne. C'est-à-dire, ce sont les antennes qui vont définir effectivement ce qu'il va pouvoir recevoir. Si le D'accord. gars, il y habite effectivement, dans un bâtiment où il n'a même pas un balcon et pas la possibilité de mettre une antenne, ça va être très compliqué. Dans ce cas-là, je leur dirais, puisque vous êtes intéressé un petit peu à la radio, intéressez-vous, par exemple, à ceux qui ont des Kiwi SDR ou des Web SDR, qui Ouais, sont effectivement hébergés chez des gens avec qui ont des antennes pour pouvoir écouter. Ce qu'il faut effectivement, c'est d'avoir, hem, la possibilité de mettre quelque chose en antenne, hein, comme je disais tout à l'heure, par exemple pour la l'AHF, type MLA 30 et puis après
on peut utiliser effectivement des antennes Discone, si peu qu'on a un petit peu de place sur une toiture, pour pouvoir recevoir les fréquences au-dessus de 100 mégas et au-delà, hein, puisque là, le SDR-Play peut aller jusqu'à 2 gigas. Bon, je dirais effectivement entre 1 giga 4, 5 et jusqu'à 2 gigas, je dirais, il y a pas grand monde quand même. Faut être logique. C'est un peu plus Mais restreint, disons. un bout de long fil qui fait une dizaine de mètres de long peut très bien servir de collecteur d'ondes et heu et de, et de pouvoir, faire de bonnes choses. La deuxième chose à faire, c'est qu'il ne faut pas faire la même erreur que beaucoup de monde ont fait ou font encore, c'est se dire effectivement: «Je veux me lancer dans le SDR, mais je ne veux pas payer cher». Alors, Ouais, payer cher, heu, c'est quoi? C'est d'acheter une clé qui fait environ 30 ou 40 €. Ça, c'est pas payer cher. Parce qu'on tout à va fait. être vite limité, parce que les bandes HF, on sait qu'avec ce type de clé, on ne recevra jamais la HF avec. Donc, pour le gars qui veut écouter effectivement ce qui se passe en HF, ça ne lui sera pas suffisant. Il va être très, très vite limité. Il va être très vite limité, mis à part effectivement d'écouter les POXAD, les bandes VHF, UHF et autres, ou Mmh. même éventuellement d'écouter, la descente, de QO100, mais dans ce cas-là, il faudra une parabole également, donc il faut un petit peu d'équipement aussi. Je dirais, n'allons pas chercher, au prix le moins cher, allons chercher tout de suite ce qui fonctionne le mieux. Et je vais encore faire de la publicité pour le matériel SDR Play. Il en existe d'autres, hein. Heu, le AirSpy entre autres, d'une autre marque, qui peut Ouais, faire effectivement de la HF, de la VHF et au-delà, hem, mais qui n'aura pas effectivement le support que ce que l'on peut avoir avec un SDR Play. Avec un SDR Play, on a quand même le logiciel qui va bien, les logiciels qui vont bien d'une part, et les supports, parce qu'il y a une équipe derrière de techniciens. Heu, Quand on cherche le support pour le SDR Play, on a une adresse, on peut envoyer un email. Il y a des gens qui peuvent même, moi ça m'est arrivé, hem, qui prennent la main sur l'ordinateur et puis qui règlent le problème à distance. Ça, sur les autres, on peut acheter une clé RTL SDR, il y aura jamais personne qui viendra, nous dépanner. Personne. d'accord. Faut qu'on se débrouille. Tandis qu'effectivement avec le matériel SDR Play, soit c'est plus cher, mais pour revenir en arrière, je vais revenir 20, 25, 30 ans en arrière à peu près. Si on connaissait le prix des récepteurs seulement HF il y a 25 ou 30 ans, on Ah dépensait oui. des milliers de francs. Je dis bien des Oh oui, milliers de oui. francs, hein, à plus de 10 000 francs, je dirais, hein. Bon, 10 000 francs, c'est quand même 1 500 €, d'accord? Là, sur le plus cher des boîtiers, on va être à peu près à 300 €, hein, Et 7 la fois 3, qualité 21. audio est mieux, moins bonne, plus fin ou comment? C'est Ah c'est bah pareil? disons qu'avec le petit boîtier SDR Play, ce qu'il nous faut effectivement, ça peut pas être autonome comme un poste récepteur décamétrique. Par contre, le poste décamétrique, heu, en récepteur, ça fait son poids. Oui, tout à fait. On peut regarder les prix aujourd'hui, hein, c'est pareil, on en trouve de moins en moins. On va trouver des émetteurs récepteurs en décamétrique, mais on trouvera pas grand chose en dessous de 1 500 €. Ah oui. Tandis que là, on a un récepteur, effectivement, il faut lui mettre un ordinateur derrière pour avoir effectivement le logiciel, le visu, sur, ce qu'on peut recevoir, et on paye ça 300 € au plus cher. Je dis bien au plus cher, et dans le moins cher, on est à peu près à 140 €, à peu près pour le premier prix, le RSP-1A. Alors dans la gamme, D'accord. on a le RSP-1A, le RSP-DX et le RSP Duo. Voilà. Ah mais bon, moi j'ai préféré effectivement, parce que j'ai eu un RSP1A, j'ai été vite limité parce que on avait une seule entrée d'antenne. Là, avec les 2 autres, j'ai 3 entrées d'antenne qui ont des fonctions bien particulières. On peut même avec ce type de boîtier, y faire sortir une tension pour monter, par exemple, sur une antenne préamplifiée, en haut, et la tension passe par le câble coaxial, parce qu'on a ce qu'on appelle le BIASTI. Voilà, il y a une technologie qui est quand même superbement bien faite, quoi. Voilà.
OK. Donc Eh ben, la personne qui veut effectivement s'équiper en SDR, je dirais: «Contactez-moi». Tout simplement. Tout simplement, hein, bon, on me trouve, hein, on tape F4 ELA, on me trouve un petit peu partout. On va chercher effectivement la page SDR Play, SDR Uno France. Alors la page n'est absolument pas privée. On peut lire effectivement toutes les publications. Après effectivement, si on veut, publier quelque chose, il faut faire une demande d'inscription sur la page et moi je filtre effectivement les inscriptions parce que bon, je ne veux pas dire combien de fois dans le courant de l'année, j'ai des centaines et des centaines de demandes d'inscription que je refuse. ah Parce oui? que oui, parce qu'en fait, on peut y trouver comme sur d'autres réseaux sociaux, des gens qui veulent rentrer sur une page pour y faire de la publicité de telle ou telle chose Ah ou oui, oui, plein. pour, des Africains, Africaines, qui n'en sont pas, et cetera. Bon voilà et qui veulent autre chose que de faire de la radio. Voilà, donc j'en refuse, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, hein, donc je pose deux trois questions. Quel est l'intérêt effectivement des gens pour venir nous retrouver? Et puis, avec ça, bon, le gars ou la femme, qui me répondent: «Bon, parce que j'ai du matériel comme ci, comme ça, j'ai besoin de renseignements», bon, il y a un début de dialogue quand on pose déjà deux trois questions, à un administrateur d'une page. Il y a un questionnement et puis donc moi j'attends des réponses. Si j'ai pas de réponse ou je vois effectivement que le profil veut publier quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec la radio, c'est supprimé et puis c'est banni effectivement de rentrer sur Tu la page. filtres aussi, oui, oui. C'est Mais je classique. pense qu'on est de plus en plus nombreux à faire ça, hein. Même, moi là, je regarde sur le groupe KMI, bah, c'est pareil, hein, les demandes qu'il y a, je regarde d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il demande un peu sur de la radio, est-ce qu'il a posté quelque chose, je lui envoie éventuellement un petit message et je valide après. Mais effectivement, on sécurise au maximum nos groupes et on a plus que raison de faire ça parce que maintenant, bah, c'est des appels à la publicité à outrance. Oui, tout Entre ça, le phishing, le spam et compagnie, vaut mieux prévenir nos membres et les protéger un minimum. oui. Alors pour en revenir juste à la question, qu'est-ce que je pourrais dire effectivement pour les gens qui sont intéressés? Ben, la plupart du temps quand on est intéressé effectivement à l'écoute, on peut également voir ce qu'est-ce que l'on peut faire pour ne pas être que écouteur, Oui, passer l'examen. que préparer l'examen. Donc on peut être là effectivement, toi comme moi, puis toute l'équipe, on peut être là effectivement. Donc l'évolution effectivement, on peut s'équiper effectivement de récepteurs pour dire: Oui, «Est-ce que ça me plaît vraiment? Qu'est-ce que j'ai comme possibilité pour mettre mes antennes?» Et les antennes que j'aurais mis effectivement pour la réception pourront demain nous servir éventuellement à l'émission. Et puis je m'aperçois qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont été écouteurs pendant des années, qui se c'est ça. comportent comme de vrais, radio-écouteurs et qui vont faire de très, très bons radio-amateurs ou amateurs radio, demain. Quand je dis demain, ça peut être après-demain ou dans les années qui viennent. Mais commencer par de l'écoute, c'est très bien. Alors si on n'a pas les moyens effectivement d'acheter du matériel. On a tous les Kiwi SDR, les Web SDR, les choses comme ça et il y en a à travers le monde, partout. Voilà. Ça, c'est pas mal. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as consacré pour cette reprise heu, Des de podcasts. podcast, hein, tout simplement. Je te remercie beaucoup du temps que tu nous as consacré. Alors, même plus que ça, parce que ce podcast-là, on aurait dû le faire cet été. Et vu l'audience qu'on a eue et vu les consultations d'audience, j'ai préféré le reculer pour pouvoir justement attaquer avec toi cette nouvelle saison. Donc je te remercie beaucoup. Et puis il me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée pour toi, ainsi qu'à toutes les personnes qui nous écoutent. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Moi, je te remercie également parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens effectivement qui peuvent être intéressés par le sujet, mais qui n'y connaissent pas assez et je leur recommande effectivement de nous joindre, soit toi, soit moi et puis après on redirigera, d'un côté comme de l'autre. Alors soit effectivement parce qu'ils peuvent être intéressés par la réception SDR d'une part ou soit Oui, effectivement ils peuvent être intéressés
pour évoluer, pour éventuellement passer la licence radio amateur. Exactement. Et puis bah pour ça, il y a KMI qui est derrière, avec toute la structure qui est derrière, qui est une structure énorme. D'ailleurs, à la limite, et tu sais quoi, on pourrait presque se faire avec un ou deux élèves, un ou deux anciens élèves, un spécial formation et un spécial podcast pour passer l'examen radio amateur et comment ça se passe. Et ça peut être prévisible dans cette saison-là d'ailleurs. Tiens. Tout à fait et puis quand, je cause avec les apprenants, hein, actuels qui ont passé effectivement en 2 mois et demi, hein, c'est à peu près ça, en 2 mois et demi, Oui, c'est 3 ça. mois et qui me disaient: «Moi quand j'ai commencé, je n'y connaissais rien». Oui. Et que parce qu'il y en a effectivement, ils font du 27 MHz depuis 25 ans. Ils n'y connaissaient rien effectivement à la licence. Beaucoup de gens leur ont dit: «Ben non, tu as pas les capacités, tu y arriveras jamais». Ils ont été déçus effectivement par ces réponses et qu'au bout de 2 mois et demi, moi j'entends les gars qui nous remercient effectivement du travail que nous avons fait. Alors moi je leur dis souvent, hein: «C'est pas moi qui ai fait le travail, c'est vous». Hein, parce que quand je dis: «C'est moi», c'est tout un ensemble. C'est vous qui avez bossé. Par contre, effectivement, on a su effectivement vous encourager, vous soutenir et puis c'est vous qui réussissez au bout. Puis on est tous heureux qui viennent nous rejoindre. Donc, que ce soit pour du SDR, pour la licence, pour juste écouter ou autre, et ben, qu'ils viennent nous rejoindre et puis, c'est avec plaisir. À Eh bientôt bien, Dimitri parfait. et puis bonsoir, à bientôt, bonsoir ou bonne nuit ou ce que l'on veut, bonne journée à tous ceux qui nous écoutent. Eh ben, merci à toi, 73, et je dis à tout le monde une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Je ne sais pas quand ils vont écouter le podcast, mais en tout cas, à la semaine prochaine. Salut!